Chers amis, bonjour. Dans notre cycle Les maréchaux de Napoléon, nous allons parler aujourd'hui de celui qui sans doute souleva le plus de polémiques. Marmont, le maréchal Félon. Napoléon est effondré en entrant au palais de Fontainebleau ce 31 mars 1814 après la prise de Paris par les coalisés. Il se laisse tomber sur une simple chaise dans l'embrasure d'une fenêtre de son cabinet de travail. Sa redingote grise est ouverte sur l'uniforme des grenadiers à pied de la garde. Son célèbre bicorne est au sol, comme sa couronne. Son épée lui semble devenue inutile. Elle est posée sur un guéridon, celui-là même où il signera dans quelques jours sa renonciation au trône. Sa mèche est aplatie, son regard sombre et perdu. Il est seul et prostré. Un tableau peint en 1840 par Paul Deroche et que vous pouvez voir au musée de l'Armée à Paris témoigne mieux que de longs palabres de son abattement. Le 3 avril, il est informé par un courrier que le Sénat a voté sa déchéance, jugeant que sa légitimité matérielle s'est effondrée avec ses défaites. Il n'est pas très surpris et ne laisse rien paraître en tout cas de son émotion. Il continue à travailler presque comme si de rien n'était. Après, avec sa fantastique faculté de rebondir quand tout va mal, le formidable jouteur se ressaisit et, ne s'avouant pas vaincu, il décide de reprendre Paris. Les vivats de ses troupes, qui ponctuent chacune de ses apparitions, ont sans doute retrempé son énergie. Par ailleurs, il croit que le peuple de Paris continue à le soutenir et va se lever comme un seul homme et courir aux armes. Le 4 avril, l'offensive sur Paris est sur le point de se déclencher, mais les maréchaux qu'il reçoit semblent avoir perdu la foi et refusent de marcher sur la capitale. Cette grande scène des maréchaux est entrée dans l'histoire et elle est l'aboutissement de ce qu'il faut bien appeler une conjuration. Premier pas vers la trahison collective des maréchaux. En fait, personnellement, je ne crois pas beaucoup à cette fameuse scène des maréchaux qui, pour moi, a été en grande partie imaginée par la propagande du gouvernement provisoire et entérinée sans doute par les vantardises de certains maréchaux et de Ney, en particulier, après le ralliement au nouveau pouvoir dans les jours suivants. Ce qui est certain, c'est que les 5 maréchaux présents à Fontainebleau, Berthier, Lefebvre, Moncey, Ney et Oudinot, n'avaient nullement l'envie, ni sans doute le courage, de suivre leur maître dans cette dernière aventure, et qu'ils firent tout ce qu'ils pouvaient pour ouvrir les yeux du vaincu et le presser de se sacrifier. Ney osa même lâcher le mot fatal « abdication », auquel l'empereur répondit aussitôt « bataille de Paris ». Il croyait dur comme fer qu'avec les 60 000 hommes dévoués qui lui restaient, il écraserait l'ennemi dans la capitale. Devant les protestations des maréchaux qui soutenaient que l'armée refuserait de courir à une dernière catastrophe, il répliqua « L'armée m'obéira !»« L'armée n'obéit qu'à ses chefs !» s'écria alors le maréchal Ney, aussitôt effrayé par son audace. Les maréchaux souhaitent-ils vraiment abattre pour de bon l'empereur afin d'arrêter, comme il le proclamait, l'effusion de sang français, ou bien pour d'autres raisons moins nobles? Aurait-il
extorquer l'abdication par la contrainte physique. J'en doute, car il tremblait toujours devant lui. Mais force est de constater qu'en ce 4 avril, ils coupèrent les ailes de l'aigle qui s'apprêtait à fondre sur les coalisés inquiets, un gouvernement provisoire, lui-même fruit de la traîtrise de Talleyrand et de la lâcheté des sénateurs. Si Napoléon a plié, c'est, dit-on souvent, sous la pression du nombre de ses ennemis, mais c'est aussi, il faut bien le dire, à cause de la petitesse des hommes qui l'entouraient et dont il avait pourtant fait la fortune. Soyons clairs. Les maréchaux connaissent la situation et ne se bercent pas d'illusions. L'insurrection parisienne n'est qu'une chimère de plus. Et ils sont persuadés que l'empereur, en son fort intérieur, n'y croit pas plus qu'il ne croit au succès de la bataille de Paris. On sait que le lendemain, très ébranlé par cette scène, même si, comme on l'a vu, elle fut volontairement dramatisée par ses acteurs, Napoléon se décida à abdiquer pour le roi de Rome avec l'arrière-pensée de se battre pendant les négociations qui seront menées par le général Caulaincourt et les maréchaux Ney et Macdonald. Avant leur départ pour Paris, Napoléon signe l'acte fameux. Les puissances alliées ayant proclamé que l'empereur Napoléon était le seul obstacle au rétablissement de la paix en Europe, l'empereur Napoléon, fidèle à son serment, déclare qu'il est prêt à descendre du trône, à quitter la France et même la vie pour le bien de la patrie et conserver les droits du roi de Rome, son fils, et de la régence de l'impératrice et les droits et constitutions de l'Empire français, auxquels il ne devra être fait aucun changement jusqu'à la paix définitive et pendant tous les temps que les armées étrangères seront sur notre territoire. Ce texte, mettant beaucoup trop d'obstacles à la résolution de la crise, c'est en fait une seconde bouture, œuvre de Caulaincourt, qui sera présentée à Paris devant les Alliés. Les plénipotentiaires quittent donc Fontainebleau soulagés. Ils ont la faculté de s'adjoindre, si le jugent nécessaire, le maréchal Marmont, en passant par Essonne, son quartier général où il se trouvait avec ses 21 500 hommes du 6e corps, sous son commandement. En réalité, guère plus de 5 000. Le 6e corps ayant été saigné à blanc lors de la défense de Paris. Il m'est dévoué, il soutiendra bien les droits de mon fils, confie Napoléon à Caulaincourt. Arrivés à Essonne, les plénipotentiaires furent très surpris d'apprendre, de sa bouche même, que Marmont avait décidé d'abandonner la cause de Napoléon et que la défection du 6e corps était programmée pour la nuit suivante. Pour Ney et Macdonald, c'était un coup fatal qui était porté à leurs négociations avant même qu'elles ne commencent. Ils pressèrent alors Marmont de se rendre aussitôt à Fontainebleau et de tout avouer à l'empereur. Il s'y refusa, craignant d'être mis aux arrêts, mais accepta de donner sur le champ les ordres nécessaires à la non-exécution de la défection et de se joindre à la délégation impériale comme l'avait autorisé Napoléon. Le 5 avril, vers 3 heures du matin, Caulaincourt, Ney, Macdonald et Marmont furent reçus dans le cabinet de l'empereur de Russie, au premier étage de l'hôtel de Talleyrand, et tentèrent de démontrer qu'une régence était une solution bien meilleure que l'appel à Louis XVIII. Mais depuis quelques heures couraient déjà dans la capitale des bruits sur la défection du 6e corps de Marmont, et c'est bien ce qui se passa, en dépit des ordres que celui-ci prétendit par la suite avoir donnés. Le 6e corps passa à l'ennemi. Napoléon
ne se remit pas de ce coup de raguse, pour reprendre la formule utilisée alors. Marmont avait été fait duc de Raguse en juin 1808. En affaiblissant considérablement l'armée napoléonienne du fait de cette défection, Marmont rendait impossible l'offensive sur Paris qui demeurait ancrée dans la tête de l'empereur. Napoléon fut profondément meurtri par ce dernier coup de sort. Incontestablement, la défection du 6e corps le désarma complètement et acheva sa chute. Elle l'atteignit aussi beaucoup moralement. Mais ce qui le blessa le plus, c'est que cette défection avait été fomentée par un homme qui lui devait tout. À l'un de ses proches, le général Belliard, qui faisait partie de son état-major en 1813, et se fit remarquer par sa vaillance lors de la campagne de France, il confiera son amertume concernant Marmont. Qui aurait pu croire cela de Marmont, un homme avec lequel j'ai partagé mon pain, que j'ai tiré de la misère, dont j'ai fait la fortune et la réputation? Voilà le sort des souverains, c'est de faire des ingrats. Quelques années plus tard, Napoléon revint sur cet épisode, certainement l'un des plus douloureux de sa vie. J'ai été trahi par Marmont. Que je pouvais dire mon fils, mon enfant, mon ouvrage. Lui auquel je confiais mes destinées en l'envoyant à Paris au moment où il consommait ma trahison et ma perte. Il n'avait pas tort. Marmont lui devait tout, ou presque, et il fut parmi ses maréchaux celui pour lequel il éprouvait le plus d'amitié, voire même d'affection. Né le 20 juillet 1774, en Côte d'Or, à Châtillon-sur-Seine, Auguste Viès de Marmont est issu d'une famille de la petite noblesse bourguignonne. Admis en janvier 1792 à l'école d'artillerie de Châlons, il sera envoyé à l'armée des Alpes et participera au siège de Toulon en 1793, au cours duquel il s'attachera au général Bonaparte, dont il deviendra l'aide de camp après le 13 Vendémiaire. En 1795, Bonaparte connaîtra une période difficile de misère et de rapine qu'il partagea avec Marmont et avec Andoche Junot. Cette période le marquera à jamais. C'est ce qui explique qu'il saura toujours être indulgent avec ses deux anciens compagnons. Il était particulièrement bienveillant avec Marmont, et il pardonnait ses nombreuses maladresses et son étourderie à celui qui lui rendait un véritable culte d'admiration et de dévouement. À 20 ans, le futur maréchal ne jurait déjà que par le général Bonaparte et prétendait lui devoir tout ce qu'il savait. C'est dans son sillage qu'il connaîtra une ascension fulgurante. Colonel en 1796, il s'illustre avec bravoure lors de la bataille de Lodi, au cours de laquelle son cheval est tué sous lui, à Castiglione, à Saint-Georges et à Mantoue. Général de brigade en 1798, général d'artillerie lors de la campagne d'Égypte où il prend part aux batailles d'Alexandrie et aux pyramides, général de division en 1800 et général en chef de l'armée de Hollande en 1804. Ayant pris le commandement de la Dalmatie, il bat en novembre 1806 l'amiral russe Sémavine à Castelnuovo, près de Raguse, ce qui lui vaut, le 19 juin 1808, d'être fait duc de Raguse. En 1809, Marmont participe à la prise de Graz,
et le 12 juillet de la même année, il est promu maréchal, en même temps que MacDonald et Oudinot. Beaucoup dans l'entourage de l'empereur et dans l'armée désapprouvèrent cette nomination. Dans ses savoureux souvenirs, le commandant Parquin écrira: La France a nommé MacDonald, l'armée a nommé Oudinot, l'amitié a nommé Marmont. Marmont était instruit, savant même, mieux élevé en tout cas et plus intelligent que la plupart des autres maréchaux. Il faisait illusion quand il partait à la guerre. Sur le terrain, il avait peine à soutenir sa réputation, et son efficacité comme tacticien précis ne compensait pas ses défaillances en tant que chef de guerre. Quand viendra l'heure des grands revers, avant de prendre des décisions d'ordre politique et militaire d'une portée incalculable, il se comportera souvent, selon Caulaincourt, comme un sous-lieutenant, en reculant de plusieurs lieues devant un simple hurrah de cosaques. Il avait pourtant une foi solide en ses propres capacités et supportait mal les observations. Hautain et infatué, il n'était guère aimé par ses hommes. Napoléon l'appellera Marmont Ier. Il aimait le luxe et les plaisirs comme Murat. J'ai toujours eu une manière de magnificence, avouera-t-il dans ses mémoires. Devenu gouverneur des provinces illyriennes, il s'avéra meilleur administratif que bon chef de guerre. En mai 1811, il reçoit le commandement de l'armée du Portugal, prenant la place de Masséna, et en septembre, il força les Anglo-Portugais à lever le siège de Ciudad Rodrigo, puis celui de Badajoz. Mais le 22 juillet 1812, ayant attaqué Wellington aux Arapiles, près de Salamanque, il est battu et sérieusement blessé. En 1813, à la tête du 6e corps, il se distingue à Lutzen et à Leipzig. Mais tout au long de la campagne de France, il déçut ainsi Napoléon, qui porta sur lui un jugement désabusé. Vous m'envoyez des lettres de Marmont qui ne disent rien, écrivait l'empereur à Clark. L'excessive vanité de ce maréchal ressort dans toutes ses lettres. Il a tout fait, tout conseillé. Il est fâcheux qu'avec quelque talent, il ne puisse se débarrasser de cette sottise, ou du moins se contenir de manière que cela ne lui échappe que rarement. Qu'est devenue l'indulgence de l'empereur envers son ami? Il était marié depuis 1798 à Hortense Perregaux, la fille d'un grand banquier, Jean-Frédéric Perregaux, jolie et agréable, mais qui ne lui donna pas d'enfant et avec laquelle il finira par se séparer à l'amiable, c'est-à-dire sans prononcer de divorce. C'est sous la pression de Perregaux, des financiers et de Talleyrand qu'il finira par accepter de signer une capitulation sans même consulter les autres maréchaux et sans écouter ceux qui lui conseillaient d'attendre l'arrivée de l'empereur. Quelques jours plus tard, alors que Napoléon lui a confié sans rancune la défense de l'Essonne, il prend contact avec les coalisés et nous en arrivons à ce funeste mois d'avril 1814 où tout allait basculer pour Napoléon et que nous évoquions en début de notre rencontre. Louis XVIII combla d'honneur Marmont en juin, le faisant notamment chevalier de l'ordre de Saint-Louis et pair de France.
C'est à ce titre qu'il votera la mort du maréchal Ney, qui a trahi le roi pour rejoindre Napoléon. Lui qui a fait la démarche inverse, trahissant Napoléon pour rejoindre Louis XVIII. Mais il n'est pas bien vu pour autant par l'entourage du roi et l'unité des gardes du corps qu'il commandera après les 100 jours, et surnommé dans l'armée française la Compagnie de Judas. Et le mot ragusé restera synonyme de haute trahison. Pendant les 100 jours, Napoléon, de retour aux Tuileries, raye Marmont, le maréchal Fénelon, de la liste des maréchaux. Mais, avec le retour de Louis XVIII, Marmont va cueillir les fruits de sa fidélité aux Bourbons, pour lesquels, afin de marquer ostensiblement son ralliement, il abandonnera la cocarde tricolore et prendra la cocarde blanche. Il est nommé ministre d'État le 4 novembre 1817, mais son nom restera très discrédité et la rancune de l'armée sera tenace et le blessait profondément. Par ailleurs, ces différentes promotions sociales ne compensent pas la réduction drastique de ses revenus, tandis que son épouse, de son côté, devient, par héritage de son père, plus riche que lui. À ce moment-là, Marmont devient alors la risée du tout Paris en raison de ses déboires conjugaux, et il est méprisé par l'opinion en raison de sa trahison. Il est très affecté par cette situation. Néanmoins, comme il restait ambitieux, d'autant plus qu'il n'avait que 40 ans, et qu'il était persévérant, il parvint à se faire, peu ou prou, une place dans la société légitimiste. Mais, à partir de 1820, il s'éloigna de plus en plus de la cour au profit de sa patrie de Châtillon-sur-Seine, où il possédait une propriété. En 1826, complètement ruiné, il dut vendre son château familial et vivre chichement sans parvenir pour autant à rembourser toutes ses dettes. Finalement, sa bonne étoile va le quitter définitivement en 1830. Ne parvenant pas à mater l'insurrection parisienne de juillet, paralysé peut-être par la conscience de son impopularité qui atteint des sommets, il se montra peu à la hauteur de la situation. Il sera contraint de quitter la France avec Charles X quand il apprendra que la presse révolutionnaire réclamait sa tête, persuadé qu'il était l'instigateur de la répression sanglante des Trois Glorieuses. Après l'Angleterre, toujours à court d'argent, il s'installera à Amsterdam, puis en Autriche, afin de toucher ses dotations de ces provinces illyriennes, seul moyen de subvenir désormais à ses besoins. Il était alors de plus en plus rongé par le remords, et c'est sans doute pour se repentir qu'il rendit souvent visite, à partir de janvier 1831, au duc de Reichstadt, l'Aiglon, le fils de Napoléon. Le jeune Napoléon, âgé de 20 ans, et l'ex-maréchal de 57 ans, usé et aigri, affichèrent une certaine proximité. Marmont parvint à tisser avec lui des liens de confiance et même d'amitié. Il lui racontait quel grand homme était son père et évoquait leur jeunesse à Toulon dans les années 1793 à 1795. Après la mort de l'Aiglon, en 1832, Marmont décida d'entreprendre toute une série de voyages à travers l'Europe. Enfin, il s'installa en 1838 à Venise. Il mourra en exil, comme l'avait prédit Napoléon, le 3 mars 1852, solitaire et complètement ruiné et oublié.
vraisemblablement d'une attaque d'apoplexie. Son corps sera rapatrié en France en 1852 et enterré au cimetière de Châtillon-sur-Seine dans un imposant tombeau orné de son blason et du symbole de son maréchalat, en présence des représentants du futur Second Empire proclamé 6 mois plus tard. Marmont restera le symbole du renégat pour la majorité des Français. Le maréchal Fénelon deviendra même l'archétype du traître pour l'histoire. Pourtant, ne retenir que cela de lui me semblerait terriblement réducteur. Il avait d'énormes qualités et une intelligence remarquable, mais il fut toujours aveuglé par son immense vanité qui lui fut fatale. Alors sans doute faut-il conserver une certaine indulgence pour Marmont. Et d'ailleurs, Napoléon lui-même, qui fut particulièrement dur avec lui dans ses jugements, finira par être presque compatissant envers le maréchal Fénelon, allant jusqu'à dire à Sainte-Hélène: « Marmont est bien malheureux, parce que c'est un homme de sentiments élevés. Il s'est trompé et a cru sauver son pays en se dévouant. Il faut qu'il ait eu une absence. J'avoue que je l'aime et qu'il me fait de la peine, car bien d'autres sont plus mauvais que lui et n'ont pas la honte qu'il éprouve. C'est un accès de folie. Sa vanité l'a perdu. » Je vous remercie.